La question, tu vois pas. Test. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, tu m'entends, Jade? Oui, je vous entends. Vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Passé de bonnes vacances? Oui, très bien. Bon, bah, fantastique dans ce cas. Ouais. Ouais, c'est important pour se reposer. Oui. Alors, moi, j'essaie d'accéder à la plateforme du CNED, ce que je n'arrive pas à faire pour le moment. Donc, je vais Ok. essayer de passer sur mon autre ordinateur pour pouvoir le faire, ce qui ne nous empêche pas de commencer la séance ensemble. Ouais. On part donc sur quoi aujourd'hui? On part sur la géographie, chapitre suivant, ou alors est-ce qu'on part sur de l'éducation morale et civique? Bah, du coup, l'éducation morale et civique, pour l'instant, l'autre session, elle n'est pas ouverte. En fait, il y a une deuxième D'accord, évaluation à faire, mais qui traite toujours le même chapitre. ok, très bien. Donc, Euh, dans ce cas-là, en géographie, j'imagine plutôt? ouais. Oui, ce sera Ouais, mieux. comme... En fait, de toute manière, j'ai l'impression que même en géographie, si je me trompe pas, la session est toujours pas ouverte non plus. On a de l'avance, c'est ça? Bah, en fait, on peut faire les cours. On peut faire les cours. C'est juste qu'on pourra C'est faire ça. les devoirs qu'à partir du 21 janvier. D'accord. Ouais, bah, dans ce cas-là, ça nous laisse le temps d'avancer dans le Oui. cours. Il me semble qu'on en avait déjà parlé au final de mémoire avant les vacances. Ouais, c'est ça, des Euh, territoires inégalement intégrés dans la mondialisation en fonction des décisions publiques et des stratégies des entreprises. super. Bah, dans ce cas-là, on peut se lancer sur cette partie-là du cours. Ouais, ça marche. Je regarde, mais je sais plus si on avait commencé, je crois pas. Non, parce qu'on avait fait l'évaluation. Non, 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 on n'avait rien commencé du tout. Non, non. Ouais, ok. Alors, je vais juste te demander une minute. J'ai réussi à me connecter au CNED. Il Oui, faut pas de juste que souci. je rentre tes identifiants à toi. Pas de souci. Donc, hop, CNED. Donc ça. Hum, hum, hum. Ok.
C'est bon, je suis connecté. On peut se lancer dans ce Ok. cas-là. Alors, je vais noter le titre. Ok, c'est bon. Ok, nickel. Donc là, si j'ai bien compris, on part sur la partie 1, donc dynamique territoriale contrastée au sein de la mondialisation, c'est ça? En fait, c'est le premier PDF, hein, Ah oui, 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 pardon. mais sur Oui, la oui. question de... Pardon, je... Séquence 4, partie 1, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, désolé, j'ai sauté le Non, pas de début. Si souci. tu veux lire les premières lignes, tu peux le faire, hein. Ah bah, il y a qu'une fiche. Ah bah, ça va. Ouais, c'est assez court comme chapitre au final. Oui. Mais du coup, c'est bien parce que, enfin, vu que le programme au CNET se finit quand même plus tôt que le programme de l'année, bah, du coup, j'aurai plus de temps pour réviser le bac. Donc, ça, c'est cool. Ouais, carrément. Parce que C'est du coup, tu as bien. quand même des épreuves terminales pour le baccalauréat. Ça, tu as quand même le grand oral et Ah oui, philo. bah, j'ai tout. J'ai les SP, j'ai une épreuve pratique de l'option danse. Ok, Je commence par ça, d'ailleurs, au bac, ça doit être le 9 juin, un truc comme ça. d'accord. Après, j'ai les SP. Après, il y a bac de philo, c'est le lendemain ou le surlendemain. Ouais, Et après, il y a le grand oral. ok, très bien. Oui, en fait, mais en fait, aucune raison que ça soit différent. C'est juste que comme les modalités étaient un petit peu Oui, différentes oui, pendant oui. l'année avec le CNED, je me Ah oui, figurais oui, pas oui, c'est forcément. ça. Mais ok, ouais, ouais, carrément. Ok, trop bien. Bon, bah, fantastique si ça te laisse du temps. Ouais. Ok, top. Bah, écoute, Je quand pense tu veux. sur le reste, ça ira. C'est plus la philo et tout, ça, je vais pas trop. Mais t'as des cours de philo quand même cette année Ouais, ouais. C'est en présentiel que tu les gardes? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et t'as un bon prof ou Mais une du bonne coup, prof? oui, ça va. Mais c'est particulier. Enfin, moi, j'adhère pas trop dans Ouais, cette bah, matière, mais non, mais je comprends carrément. Bah, de toute manière, quand on a qu'une année comme ça, déjà, c'est super dépendant de oui, l'enseignant. Et puis, bon, oui, accroche-toi et essaye de donner ce que tu peux pour le bac pour avoir la meilleure ouais, c'est ça. des notes possible, que ça te plaise ou pas. Mais c'est un peu le Ouais. jeu, c'est un peu triste. Voilà, voilà. Ok. Puis bah, après, on espère qu'on aura le bac. Oui, non, mais là, la question, c'est pas la question, c'est pas que tel bac vise plus, hein. Moi, je suis certain que tu auras une mention et la meilleure des Ah oui. mentions que tu peux avoir, c'est Bah, ça l'objectif que j'espère tu que dois j'aurai avoir. le bac déjà, mais Oui, oui, non, mais attends, ce serait bien. non, non, plaisante pas, non, tu auras un excellent bac. Hop, bah, écoute, on commence, sur la Oui, partie que tu veux. Alors, en fait, au final, je te dis ça, il y avait un PDF, mais il y a une séance découverte juste avant, donc on peut peut-être bon, on commencer peut là-dessus. cliquer, oui, oui. Du coup, oui, on l'a fait. Alors, du coup, séance découverte. Ok. Donc, dans la séquence 2, nous avons abordé le phénomène de la mondialisation à travers les espaces maritimes. Ces derniers permettent de relier physiquement les différentes parties du monde entre elles. Or, tous les territoires du monde ne sont pas reliés de la même manière au reste de la planète. On ne peut que constater d'importantes disparités. Ce que nous allons aborder, les îles Tonga, isolées du monde, New York, pôle majeur du monde. Détail de la carte du monde des connexions à Facebook en 2010. Ok.
Du coup, tac. OK, donc les îles Tonga sont coupées du monde, un territoire isolé. Les Tonga sont un État de Polynésie situé dans l'ouest de l'océan Pacifique Sud, à 744 kilomètres des îles Fidji et à 875 kilomètres de Wallis et Futuna. Ce royaume indépendant, membre du Commonwealth, Ouais, Commonwealth. Commonwealth, est réparti sur 3 archipels principaux comportant plus de 160 îles et îlots. OK. Placez les noms des territoires sur le globe ci-dessous. OK. Bah, Nouvelle-Zélande, c'est, celui qui est un peu au centre, entre tous. Ouais, carrément. Si. Australie, bah, là, c'est facile. Antarctique, facile aussi. Tonga, OK. C'est bon, j'ai tout juste. Super. La nécessité, connexion au monde, donc les conséquences d'une panne d'internet. Le 23 janvier 2019, le câble sous-marin reliant les îles Tonga du reste du monde via internet est rompu. L'île, se trouve alors isolée du reste du monde. Certains ont beau rêver d'un monde déconnecté, la panne est, selon les habitants, une catastrophe, qu'il s'agisse d'assurer le lien avec le monde extérieur ou de faire tourner l'économie, en particulier le tourisme. Nous sommes tous très dépendants d'Internet pour le commerce ou pour les services publics, a confié la rédactrice en chef du média en ligne Matangi Tonga, Marie Faunois, à l'agence France Presse. Nous n'avons plus Facebook qui est utilisé par la diaspora tongienne pour communiquer. Les entreprises ne peuvent plus passer de commandes. Les compagnies aériennes ne peuvent plus prendre de réservations. Énumère-t-elle. Le Monde, ok. 23 janvier 2019. Cherchez sur la carte les câbles sous-marins mis en ligne par Télégéographie, la localisation des îles Tonga. On y voit nettement le seul câble reliant l'île au reste du monde. Pour cela, suivez le lien suivant. Ok. Je sais pas si tu arrives à l'ouvrir, moi c'est pas le cas, mais Moi, ça va, j'ai réussi. OK. Donc, d'après ces documents, quelles sont les activités affectées par la rupture du câble? Bah, il n'y a pas les transports, vu que c'est un câble. Euh, Bah, l'économie et les liens sociaux, moi je dirais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. OK. Alors, suite, New York au centre du monde, un hyperlieu Times Square. New York et les hyperlieux. Times Square à New York permet d'expliquer la notion d'hyperlieu qui tourne autour de 5 critères. Tout d'abord, le regroupement démesuré par rapport à un espace restreint d'éléments spatiaux, matériels, immatériels, humains et non humains. Puis l'alliance de l'accessibilité du lieu avec la connectivité au monde. Ensuite, l'insertion du lieu dans différentes échelles, locales, régionales, nationales, mondiales. Le fait que ce lieu procure aux individus une expérience personnelle ou collective totale, une sensibilité, un engagement spécifique. Enfin, le fait que les individus qui expérimentent l'hyperlieu y partagent une affinité spatiale. Pour les géographes, l'aéroport ou l'aérogare représente un hyperlieu puisqu'il contribue en soi un lieu connecté au local et au global, une expérience commune pour les passagers qui empruntent le chemin de l'aéroport, que l'on soit à Roissy-Charles de Gaulle, Dubaï International ou Amsterdam Schiphol. Mmh. Compte rendu de l'ouvrage Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation de Michel Glussot, 2017. Ok, donc Times Square, euh, l'un des cœurs de New York. Ok. Définition des hyperlieux. New York et les hyperlieux, c'est le même texte. Oui, c'est le même texte. D'après ce texte, quelle définition correspond le mieux à la notion d'hyperlieu? Euh, Moi, j'ai mis que c'était territoire inséré dans la mondialisation par les modes de transport et de télécommunication et conservant une identité propre. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est juste.
Tac, tac. OK. Problématique et annonce du plan de la séquence. À l'échelle mondiale, les territoires sont inégalement connectés au reste du monde. Les plus dynamiques d'entre eux se trouvent dans les pays développés, plus particulièrement dans les espaces urbains, véritables moteurs de la mondialisation. En effet, ils concentrent les lieux de décision et les activités de transport et de communication. Que ces dernières soient matérielles ou immatérielles, ce sont les centres d'impulsion de la mondialisation. Alors que certains territoires sont des pôles, d'autres se trouvent relégués au rang de périphérie, mal connectés au reste du monde, mal ou incomplètement intégrés à la mondialisation et au niveau de développement plus faible. Problématique, comment expliquer que certains territoires soient mieux reliés que d'autres au reste du monde? Pour répondre à cette question, nous nous intéresserons donc à des centres de décision très localisés. B, l'intégration des territoires en pleine recomposition. C, à l'échelle d'un océan, le Pacifique, un espace inégalement polarisé. Ok. Mmh. Pour approfondir sur la notion d'hyperlieu, une émission France Culture. Ok. Ok. Et ça, donc des conteneurs, l'un des symboles de la mondialisation des échanges. Ok. Ouais, bon, ça fait bien la transition avec la précédente séquence qu'on avait faite ensemble. Ouais. Heu, Ok. Je note la problématique et c'est bon. Très bien. Ok, c'est bon. Super. Alors, activité 1. Tac, tac, tac. Là. Du coup, séquence 4, partie 1, dynamique territoriale contrastée au sein de la mondialisation. Ah oui, il y a quand même 35 pages. Ah oui, 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 c'est un très, très gros, en fait, chapitre. Je m'en suis rendu compte aussi en ouvrant. Bon, bah, écoute, on a du temps, donc tant mieux. ouais, c'est pas grave. Oui, c'est juste ils ont rassemblé dans le truc. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, il existe à l'échelle planétaire des territoires très attractifs qui captent différents flux de personnes, de production et de capitaux. Ces pôles à fort dynamisme concentrent l'essentiel des activités d'innovation, de production et d'échange. Le rayonnement mondial de ces territoires est remarquable de par l'exercice de différents pouvoirs politiques, économiques ou culturels impliquant le monde entier. On les qualifie pour cela de centres d'impulsion. L'espace mondialisé est marqué par la prépondérance de 3 centres d'impulsion regroupés sous l'appellation de triade ou encore de nord. Économique du fait de leur location géographique dans l'hémisphère nord, qui assure une part énorme de la production mondiale. Ainsi, la mondialisation en cours a permis la naissance et la structuration d'un monde à 2 vitesses. Le Nord connecté et relié, où la population est éduquée, parle la langue mondiale, l'anglais utilise quotidiennement les ressources des technologies de la communication et qui bénéficie d'un niveau de vie élevé.
Un autre monde existe en dehors du premier, soit à l'intérieur des pays du Nord, soit à l'échelle des pays du Sud, mal connectés au reste du monde, mal ou incomplètement intégrés à la mondialisation et dont le niveau de développement est plus faible. Vocabulaire, centre d'impulsion, espace de décision qui concentre les pouvoirs économiques, politiques et culturels lui permettant de rayonner à l'échelle mondiale. Nord, ensemble des pays industrialisés et développés, très intégrés à la mondialisation. Sud, ensemble des pays inégalement développés, partiellement intégrés à la mondialisation, voire en marge. Oui, bah, de toute façon, c'est tout ce qui touche, en gros, enfin, l'hémisphère nord. Mmh. L'hémisphère nord est globalement développé, sauf peut-être, du coup, bah, l'Asie qui reste quand même en cours de développement. Ouais, c'est ça, tout à fait et Mais un peu l'Afrique du Nord aussi, mais oui, en effet. mais enfin, qui est pas non plus au point de l'Afrique ou tout ça, Ouais, comme exactement. et oui, après C'est hémisphère sud, OK, ouais, tout ce qui est moins développé. c'est ça. La seule exception que tu as dans l'hémisphère sud, c'est l'Australie Australie, et la ouais. Nouvelle-Zélande. Mmh. Triade, nom classiquement donné aux pays développés qui dominent l'économie et le commerce mondial, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Japon, Corée du Sud. De plus en plus, la Chine est considérée comme faisant partie de la triade. On parle alors de nouvelle triade. OK. Oui, bah oui, parce que du coup, la Chine, elle se développe de plus en plus. C'est ça et dans la triade, oui, c'est ça, en fait, tu as toute la façade de la Chine et Oui. également, éventuellement, Singapour et Mmh. quelques pays asiatiques, qui se sont industrialisés, mais ça, on l'avait vu quand on avait étudié sur le Jean, sur, le premier chapitre, Oui. sur l'intégration des pays asiatiques à la mondialisation. Mmh. Enfin bon, voilà, c'est du détail, hein, mais je pense que si jamais tu as quelque chose en devoir, ce sera plus une étude de document que des questions très précises, mais bon, on verra avec des cartes plus tard. Mmh. Bah, je sais pas, je crois que je peux déjà voir par contre si les devoirs, ce sera un QCM ou un machin. Ah! C'est Oui, un oui, d'accord, QCM ouais. là pour ça. Bah, en fait, Ouais, c'est quand on va dans les notes machin, ils mettent, ah non, ça sera déposer une copie. Donc non, ça d'accord. sera non, du coup, ça sera une éval apparemment. OK. OK, Enfin, OK. papier quoi. Mais l'autre par contre, le dernier chapitre d'histoire, ce sera QCM. OK, très bien. Bah, comme ça, tu auras touché un peu à tout sur, Ouais, c'est ça. chacune des matières, quoi. Donc après, donc A, des centres de décision très localisés. Le mot centre désigne ainsi la partie la plus développée d'un continent, d'un pays, d'une agglomération est capable de donner l'impulsion économique, politique, culturelle à l'ensemble du monde. Dans chacun des trois pôles, c'est à travers le réseau des grandes métropoles mondiales que se manifeste la capacité et la fonction d'impulsion. Plus largement, il se dessine trois grandes aires de puissance qui dominent, selon des modalités différentes, leur périphérie proche. En revanche, leur rayonnement exclut les périphéries les plus éloignées. Nous aborderons tout d'abord, à différentes échelles, l'hégémonie de l'oligopole mondial, formé par ces trois aires de puissance et sur l'organisation de leur réseau mégalopolitain. Dans la Mmh. seconde partie, nous nous focaliserons sur les mégalopoles, véritables moteurs de la mondialisation, en détaillant le cas de la ville de Shanghai. Ok. Donc, un, des grandes aires de puissance. Les grandes aires de puissance sont des territoires localisés dans les pays du Nord. Elles concentrent de très nombreux flux de transport, tant de marchandises, de personnes que d'informations. Ces centres d'impulsion mondiaux donnent le rythme et la cadence à laquelle la mondialisation fonctionne au quotidien. A, des flux mondiaux croissants qui dessinent un réseau mondialisé. Un réseau est un ensemble de lieux, villes, ports, aéroports, interconnectés entre eux par des flux terrestres, maritimes et aériens. La cartographie des flux met en évidence les grandes aires de puissance. Exercice 1, les lieux connectés forment le réseau mondialisé. Document 1, les 30 premiers aéroports mondiaux en passagers en 2014. Ok. Ouais, bah c'est les principaux, les internationaux. Ouais, c'est ça. C'est ce OK, 2 ouais, après document 2 ils mettent un tableau. Les 10 premiers aéroports du monde en 2015-2016. qu'on avait Document déjà 3 vu sur, les ports, c'est les hubs, en gros, on parle de hubs. oui, oui, c'est vrai. Les hubs, oui, c'est les nœuds de communication. C'est ça, tout à fait. Ouais, OK. Et document 3 les réseaux et les flux internationaux. OK. Du coup, il y a une question. À partir des documents 1, 2 et 3, répondez à la question suivante sur votre support de cours. Donc 1, quels sont les lieux connectés facilement et régulièrement au reste du monde? OK, je vais y répondre. OK, très bien.
Oui, du coup, d'ailleurs, pour l'évaluation de MC, Ouais. ça sera du coup, il y a un seul sujet au choix et c'est du coup, c'est une question, enfin, c'est un peu une disserte qu'il faut faire. Oui, je me souviens qu'on avait vu ça au début. Ouais. Je pensais que ce serait pour le premier chapitre. D'accord, ok, très Mais du bien. coup, en fait, ça traite toujours le même chapitre parce que du coup, c'est pour ça ils mettent beaucoup d'évaluations en EMC, mais en fait, il y a que 2 chapitres. Ok, c'est pour Donc ça, à oui. chaque fois, en Ok, fait, ils mettent 2 évaluations, pour le même chapitre. ok, ok, ok. Ben, on enchaînera dans ce cas-là. On verra si jamais l'évaluation de géographie est débloquée au Oui, moment où on n'a pas encore terminé ou pas. Mais si on a déjà terminé la géographie et que l'évaluation n'est pas encore débloquée, on repassera sur l'autre oui, bah, chapitre et oui. tu Oui, pourras, oui. pourras travailler dessus.
Et voilà, c'est bon. Ok, super. À nouveau, je sais pas comment tu souhaites partager, si c'est par l'oral ou en envoyant, mais les deux me conviennent. Oh bah, je peux l'envoyer. Ok, très bien. Et voilà, c'est envoyé. Super. Hop, alors. Super. Alors, des lieux connectés forment le réseau mondialisé. Donc, les lieux connectés facilement et régulièrement au reste du monde sont les grandes plateformes de transport, qu'il s'agisse d'aéroports ou de ports. Tout d'abord, les aéroports majeurs comme Atlanta, Dubaï, Paris, Londres, Shanghai, Tokyo ou Pékin sont des hubs internationaux essentiels. Les infrastructures concentrent les flux aériens mondiaux les plus importants en termes de passagers, assurant une connectivité entre les principales régions économiques. Ensuite, les ports mondiaux jouent un rôle crucial dans les échanges de marchandises. Les ports asiatiques, notamment Shanghai, Ningbo ou Singapour, figurent parmi les plus fréquentés au monde. Rotterdam en Europe ou Los Angeles aux États-Unis illustrent également cette importance dans le commerce international. Enfin, les réseaux internationaux montrent que les flux les plus intenses relient les grandes régions économiques de l'Amérique du Nord, de l'Europe de l'Ouest et de l'Asie de l'Est. Ces régions, appelées la triade, concentrent les principaux flux maritimes et aériens mondiaux, faisant d'elles des espaces centraux de la mondialisation. Alors, il y a à peu près tout dans ta réponse. Très bien, tu as manié les deux échelles, l'échelle des ports, des aéroports et l'échelle plus des régions, euh, en croisant les deux cartes, ce qui est très bien. Et ça, il faut garder. Peut-être pour compléter ta réponse, j'aurais chiffré certaines des informations, comme tu avais le document 2, histoire de Oui, montrer que tu avais des informations chiffrées, surtout pour les ports et euh, voilà, les ports asiatiques les plus importants, et peut-être employer certains termes de vocabulaire, éventuellement quand tu parles donc des régions donc, qui concentrent le plus d'infrastructures de transport et qui sont les mieux reliées à la mondialisation. Quand tu évoques les ports, peut-être parler de façade maritime, comme c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble sur le précédent chapitre. Ça montre bien qu'on a une intégration des trois pôles de la triade, donc les trois façades principales sur l'Asie orientale, surtout au Japon et en Chine, sur bah, la façade ouest des États-Unis, la façade est et également l'Europe du Nord, éventuellement pour ajouter des petits traits qui ont lien avec du vocabulaire. Mais sinon, au global, pour ta réponse, toutes les choses que tu te dis dedans, elles sont bonnes, donc tu peux garder l'essentiel. Peut-être compléter voilà, sur ces points-là, mais c'est du détail. d'accord. Voilà, et Ok. après sinon sur la structure, bah non, c'est à peu près bien. Bah oui, du coup, je Donc, l'ai fait un peu, enfin, document par ordre. ouais, non, c'est bien de le faire comme ça. Idéalement, peut-être, si jamais tu changes point sur lequel tu te focalises, par exemple, je vois dans le début, tu t'interroges d'abord, tu fais une phrase d'approche, et après tu dis tout d'abord, tu parles des ports, après, pardon, des aéroports, après tu parles des ports, et après tu changes de fait pour parler davantage des régions. Très bien, et n'hésite pas en fait à revenir à la ligne pour montrer que tu structures bien ton discours, comme en plus tu mets des connecteurs logiques avec d'abord, je sais pas forcément, mais tu mets bien, c'est bien, mais n'hésite pas à revenir à la ligne dès que la phrase accroche et à chaque fois que tu changes de sujet, comme ça pour le correcteur, c'est plus lisible. Ouais.
D'accord. C'est des marottes de correcteurs, mais si voilà, sur ce sujet-là, quelqu'un te corrige et que c'est pas un QCM, ça sera encore plus apprécié. D'accord. Après, je sais pas sous quelle forme, se présentera ton devoir, mais si jamais ton devoir, il se présente sous la forme d'une question assez générale comme celle-ci qui manie plusieurs documents, n'hésite pas non plus à, réécrire la question, qui pourrait servir de problématique juste après ta première phrase de présentation. Si tu as les lieux connectés facilement, régulièrement au reste du monde, soit les plateformes de transport, qu'il s'agisse d'aéroports ou de ports. Et après, tu peux dire donc, quels sont les lieux connectés facilement et régulièrement au reste du monde. Et après, tu peux enchaîner sur tes différents points, donc aéroport, port et région. Ça marche bien, pour pouvoir mettre une problématique qui guide, ou qui guide ta présentation, mais c'est accessoire aussi. Là, je pense que tu auras des petites questions, par exemple, je sais pas, 3 ou 4 questions auxquelles tu répondras, donc tu auras sûrement pas le temps de t'attarder autant dans le détail. Mais voilà, que tu le saches aussi. Du coup, je continue un peu. Ouais, parfait. Euh, Donc, la mondialisation se caractérise par des échanges par des échanges de marchandises à l'échelle mondiale qui sont réalisés en grande majorité, 80% par voie maritime. La maritimisation s'explique par des coûts de transport plus faibles lorsque les marchandises sont transportées à travers le monde sur des porte-conteneurs. Les principaux ports à conteneurs dans le monde sont ceux de Shanghai en Chine, Singapour, Zhejiang en Chine, Ningbo en Chine, Hong Kong en Chine et Busan en Corée du Sud. Le premier port européen est celui de Rotterdam, 11e rang mondial en 2017. Malgré cette maritimisation des échanges liée donc à la conteneurisation, on note le maintien de la continentalisation des flux de marchandises. La moitié de ces échanges se réalisent encore au sein des continents par voie ferrée ou par camion. Le transport du fret par avion permet d'acheminer plus d'un tiers du commerce mondial en valeur. En volume, le port du fret par avion ne représente qu'une part très réduite du commerce international. Mais en valeur, sa part des échanges mondiaux s'élève à 35%, 7% en 1965. L'essor du commerce aérien de fret a été valorisé par la création de hubs, notamment des aéroports qui permettent de changer rapidement et facilement de vol. Le réseau ainsi créé permet un trafic en étoile autour d'un aéroport principal. Le transport aérien concurrence le transport maritime conteneurisé par des produits à très haute valeur marchande. Ces flux de commerce international sont polarisés par les métropoles mondiales. Elles concentrent la main-d'œuvre, des grandes unités de production et des consommateurs. Pour leurs activités de fret, les compagnies aériennes utilisent les hubs de passagers qui se situent soit dans les capitales des États concernés, soit dans les plus grandes métropoles. Le transport aérien de passagers a explosé depuis les années 1990. En 2015, on dénombre plus de 3 milliards de passagers ayant pris l'avion contre 1 milliard en 1990. Tous les continents ont vu leur nombre de passagers augmenter, mais l'augmentation du trafic concerne prioritairement certaines régions, en particulier l'Asie et le Moyen-Orient, qui représentent respectivement 32% et 5% du trafic mondial. La croissance du trafic aérien de passagers est liée à plusieurs facteurs. Elle est tout d'abord dépendante de la croissance économique et démographique favorable à la consommation et au déplacement. La libération des transports a ouvert le marché du transport aérien à de nouvelles compagnies, notamment les low cost, qui pratiquent des politiques traficaires qui rendent les déplacements en avion accessibles à un plus grand nombre de clients.
Les réseaux Internet permettent la connexion de plus de 3 milliards de personnes. Le nombre d'internautes a plus que triplé en 10 ans, passant d'1 milliard en 2005 à 3,2 milliards à la fin de 2015, 2 fois plus qu'en 2008. Si la croissance est forte, près de 4 milliards de personnes restent néanmoins dépourvues d'accès au réseau. On observe de fortes disparités selon les continents. Le pays qui a le plus d'internautes n'est plus les États-Unis, mais l'Inde. 277 millions d'Indiens ont accès à Internet. Toutefois, le taux de pénétration en Inde reste faible, environ 22% du total des habitants. Puisque l'Inde est aussi le pays qui a le plus d'habitants dépourvus de connexion, plus d'1 milliard, suivi de la Chine avec 755 millions et l'Indonésie avec 213 millions. Le retard de développement se traduit par une faible connexion au réseau mondial d'Internet et la tendance est au creusement de la fracture numérique entre les pays riches et les pays pauvres. Selon la Banque mondiale, le fossé est encore plus béant s'agissant de l'Internet haut débit. Seulement 1,1 milliard d'individus bénéficient, au moins 15% de la population mondiale. Ok. Document 4, carte de câbles sous-marins dans le monde. Oui, il y en a quand même beaucoup. Oui, oui. La diffusion de la fibre optique dans le monde montre l'avance des pays développés, d'Asie de l'Est, Japon, Corée du Sud, Hong Kong. Le Japon représente à lui seul près de la moitié des raccordements en fibre optique du monde. La Corée possède le plus fort ratio d'abonnés par rapport à la population. Près de la moitié de la population est raccordée. Vocabulaire, conteneur, boîte métallique de dimension normalisée pouvant être transportée par camion, train et navire. Euh, contre, euh, Conteneurisation, phénomène qui débute dans les années 1960 avec l'usage de conteneurs standardisés dans le transport de marchandises. Hub, plateforme aéroportuaire de correspondance entre plusieurs lignes. Ok. Ou nœud de communication, du coup. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, B, le poids économique de la triade. Euh, Poids économique de la triade. Oui, donc la triade, donc c'est les trois pôles donc, qui représentent l'Asie de l'Est. Les Ouais, États-Unis et enfin l'Amérique du Nord, États-Unis, et du coup l'Europe. ouais, exactement, tout à fait. Du coup, exercice 2, les pôles de la mondialisation, document 5, les principaux centres d'impulsion du monde. Il y a une seule question. Répondez à la question suivante sur votre support de cours. Donc, 1, quels sont les principaux pôles de la mondialisation? Ok, je vais répondre à la question. Ok, top.
Je pense que c'est bon. Ok, super. Bah, dans ce cas-là, je te laisse faire comme la fois précédente, envoyer et que je puisse te dire Ok. ce qui est bien et éventuellement s'il y a des choses à améliorer, mais je pense que ça sera très bien. J'ai mis un peu du coup dans la réponse aussi enfin, ce qui faisait un peu du coup, enfin, par partie, enfin, Ah, super, ouais, très bien. à côté. Super, super. Jade, t'as envoyé du coup ou t'as des soucis pour Oui, l'envoi? je l'ai envoyé normalement. Je Ah regarde. mince, j'ai rien reçu. Excuse-moi, je pensais que t'étais en train de l'envoyer du coup, mais Ah, c'est peut-être pas arrivé. Ah non, il s'est pas envoyé, ouais, ça a mis échec d'envoi. Ok, là c'est bon. ah super. Ouais, désolé, je pensais que Non, pas de souci, pas de c'était souci. parti. Trop bien. Donc les pôles de la mondialisation. Donc les principaux pôles de la mondialisation sont regroupés au sein de la triade qui constitue le cœur de l'économie mondiale. Premièrement, l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, est un centre économique majeur. Les États-Unis, notamment, abritent les multinationales puissantes, des centres financiers comme Wall Street et jouent un rôle clé dans l'innovation technologique. Deuxièmement, l'Europe occidentale, représentée par des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, est un autre pôle de la mondialisation. Elle concentre des places financières de premier plan comme Londres et Francfort, ainsi que des sièges de nombreuses entreprises multinationales. Enfin, l'Asie orientale, avec des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud, est devenue un moteur économique essentiel. Cette région est spécialisée dans l'industrie, la technologie et le commerce maritime, avec des flux commerciaux très intenses. Bah, à nouveau, en fait, c'est une bonne réponse parce que tu synthétises bien Oui. toutes les idées, c'est très bien. Peut-être rajouter sur cette question-là, soit en guise de conclusion, soit en guise d'introduction, peut-être ça viendrait le mieux, à la fin, le fait de faire, la remarque, à propos du fait que, ces pays, qui sont dans ces 3 pôles de la triade, ce sont eux qui organisent, l'économie mondiale, notamment parce qu'on te donne les informations sur, Oui, leur, participation au groupe des 7.
Mais Mmh. ça, c'est quelque chose qui pourrait servir de fin de réponse. Et au global, sinon, non, je trouve ça bien ta réponse, D'accord. sur les 3 pôles de la triade, ça me paraît bien. À nouveau en structure, voilà, je même remarque, hein, si jamais, idéalement tu pouvais, prendre l'habitude de revenir à la ligne quand tu fais tes différentes Oui, parties, le je pense que le jury, enfin le jury, bah, c'est pas un concours, mais je veux dire en tout cas le oui, correcteur, serait encore d'accord. plus mieux disposé, mais voilà, c'est juste, une habitude d'écriture, mais sinon ta réponse, Oui. elle est très bonne. D'ailleurs, c'est très bien aussi que tu aies utilisé le terme de multinationale et pas celui de transnationale, firme transnationale, parce Oui, qu'en fait, c'est un terme qui est pas enfin, idéalement, qui est pas très juste, en fait, qui est un peu transmis par, les cours qu'on donne, au lycée et vaut mieux lui préférer le terme de multinationale et du coup, c'est très bien que tu l'aies utilisé, donc je t'en d'accord. félicite. Du coup, je continue. Donc du coup, la domination des 3 grandes aires de puissance repose d'abord sur des atouts économiques. Leur PIB élevé est largement produit par les firmes transnationales, FTN, qui concentrent les pouvoirs économiques, financiers et technologiques. En 2016, parmi les 100 premières firmes mondiales, on dénombre 54 sociétés américaines, 24 européennes et 4 japonaises. Les grandes organisations économiques, financières et commerciales internationales que sont l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique dont le siège est à Paris, l'OMC, Organisation mondiale du commerce dont le siège est à Genève, et le FMI, Fonds monétaire international dont le siège est à Washington, ou la Banque mondiale, siège à Washington, sont contrôlés par les pays les plus puissants, leurs principaux bailleurs de fonds. Traditionnellement, le FMI est dirigé par un ou une européenne et la Banque mondiale par un Américain. Les centres d'impulsion dominent également le commerce mondial. Ils assurent près de 3 quarts du commerce mondial et polarisent donc les flux de marchandises. La concentration du capital productif est renforcée par les investissements directs à l'étranger des firmes transnationales. La majorité des flux de capitaux dans le monde sont réalisés par les 3 aires de puissance, plus de 55% en 2015. La quasi-totalité des flux financiers mondiaux sont gérés par les 20 premières places boursières mondiales, la plupart desquelles sont localisées dans une métropole de 3 grandes aires de puissance. Les 5 premières places financières mondiales en 2017 sont à Londres, New York, Hong Kong, Singapour et Tokyo. Parmi les 20 premières, on en dénombre 5 européennes et 6 nord-américaines. La domination économique et commerciale de la triade est accentuée par un monopole en matière de recherche-développement. L'innovation technologique joue un rôle primordial dans la compétitivité économique et commerciale. Document 6, les dépenses pour la recherche, développement dans le monde. OK. Les pays de la triade auxquels s'ajoute la Chine concentrent les 3 quarts de l'effort de recherche mondial. La domination de la triade est très nette, plus de 70% des dépenses mondiales en 2014. Les pays de la triade dominent nettement et concentrent leurs investissements sur la conception, la production et la fourniture de biens et de services innovants à haute valeur ajoutée dans de multiples secteurs, télécommunications, aéronautique, armement, informatique, qui sont créateurs de nombreuses richesses et d'emplois nouveaux. Notons cependant que la domination économique et financière tant de la triade que des pays du G7 tend à se réduire depuis 3 décennies. Alors que les pays de la triade représentaient encore plus de 75% de la richesse mondiale produite en 2000, 62% pour les seuls pays du G7, ce pourcentage atteint 60% en 2015, 45% pour le G7. Vocabulaire, firme transnationale, FTN, entreprise présente dans le monde entier grâce à des filiales. Ok. Oui, donc c'est les sièges. C'est comme les sièges là qu'on a vus. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais toi, tu avais Enfin, ouais, utilisé le terme de oui. multinationale et c'était très bien. Ok.
C'est donc hard power et soft power. Les pays de la triade exercent également une domination politique qui est notamment le fait des États-Unis et à un degré moindre de l'Europe. Elle s'exerce en particulier au sein de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, dont le siège est à New York, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, avec la Chine et la Russie, les membres permanents du Conseil de sécurité, et possèdent à ce titre un droit de veto, notamment sur la mise en œuvre de missions de casque bleu dans les régions menacées par la guerre. L'Union européenne et ses 27 États fournit par ailleurs près de 40% du budget de l'ONU, les États-Unis 22% et le Japon 16% du même. L'Union européenne participe à plus de 50% au financement de l'aide au développement dans le monde, 23% pour les États-Unis et 11% pour le Japon. Les États-Unis et l'Union européenne ont également, avec la Chine, les plus vastes réseaux d'ambassades à travers le monde. La puissance de ces trois espaces repose également sur la possession de l'arme nucléaire et une défense antimissile qui leur donne une primauté militaire tout en confortant leur supériorité technologique. La triade concentre plus de 80% des budgets militaires dépensés dans le monde. En 2015, plus du tiers pour les seuls États-Unis. Les bases militaires des États-Unis et plus généralement de l'OTAN assurent à la triade une omniprésence dans toutes les régions touchées par la guerre ou celles dans lesquelles la paix est fragile. Les centres d'impulsion exercent aussi un rayonnement culturel qui s'exprime par la diffusion au niveau mondial d'une langue, l'anglais, de produits marchands, des grandes marques de renom international, euh, de certains modes d'alimentation, de modes vestimentaires, de musique, de cinéma. Cela contribue à faire de la mondialisation, Cela contribue à faire de la mondialisation et facteur d'uniformisation, souvent synonyme d'occidentalisation, voire d'américanisation. Le monde entier porte des marques américaines, mange de la junk food américaine, écoute de la musique américaine, regarde des films américains, admire ou déteste des personnalités américaines. L'American Way of Life est devenu un standard mondial, du moins dans les pôles de la mondialisation. Exercice 3, le soft power, document 7, le cinéma, vecteur de la puissance culturelle. Ok. Là, pareil, il n'y a qu'une question. Répondez à la question suivante sur votre support de cours. Donc, 1, quel est le poids des aires de puissance dans le domaine culturel? Ok. Bon, bah, même exercice. Désolé Ouais. pour toi que les questions se suivent et se ressemblent, mais voilà, tu peux t'entraîner là-dessus et m'envoyer ce que tu fais.
Je pense que c'est bon OK, très bien. en photo. Euh, du coup, j'ai mis un peu des exemples. Enfin, j'ai fait des petites recherches pour mettre des exemples. Super. Non, c'est un très bon réflexe. Et voilà. Hop, bien reçu. Hop, ça me permet d'afficher en même temps. Génial. Donc, la production de et avec la gestion du pays. Bien que produit près d'un quart des transformateurs aux États-Unis, ces derniers dominent le marché mondial grâce à la puissance de leurs studios comme Disney, Paramount et Universal. Ces géants produisent la majorité des blockbusters qui battent chaque année les records d'entrée. La France, quant à elle, se distingue par une production cinématographique réputée pour son aspect plus artistique, mais moins orienté vers le grand public. Le festival de Cannes renforce également le prestige et l'influence de la France sur la scène cinématographique mondiale. Bah écoute, c'est très bien pour les recherches et les petites infos que tu as rajoutées. Peut-être, à nouveau, comme le document de base qu'on te donne, ça reste, une carte qui donne des données surtout chiffrées. Oui, Chiffrer tes remarques sur cette, ok. réponse-là. Donc essayer, bah, pour les États-Unis ou l'Inde, par exemple, c'est bien, tu mis des chiffres et tu as mis des pourcentages. Oui, Par contre, essayer de le faire pour la deuxième partie, surtout sur la France et montrer, qu'il y a aussi des pays qui sont secondaires, dans la production, mondiale. Essayer d'utiliser des petits chiffres, ça peut être, toujours ok. utile. Mais sinon, au global, c'est très bien. J'aurais peut-être insisté juste sur une chose, c'est, le fait qu'on a des pays dans lesquels on a une importante production, des cinématographiques. Tu l'as dit, c'est le cas pour l'Inde, mais c'est aussi le cas pour le Japon et Oui, la Chine. Pour autant, paradoxalement, c'est des pays dans lesquels on n'a pas une diffusion du cinéma américain. Parce qu'on est ah, dans des aires d'influence différentes, et que du côté asiatique, on a une production qui est à destination majoritairement du marché national et régional, alors que les États-Unis, ils ont une ambition de diffusion et d'hégémonie et de voilà, diffusion du soft power par le cinéma à l'échelle mondiale. C'est un peu la différence que tu as entre le pôle asiatique local et le pôle des États-Unis qui a des ambitions mondiales. d'accord. Mais après, sinon, bien pour ta réponse, très bien. Ok. Du coup, je continue à lire le cours. Ouais, Vocabulaire, art, power, capacité d'influencer le monde par des arguments de puissance, voire par la coercition et la guerre. Soft power, mhm, capacité d'influencer le monde par l'art très suscité par le mode de vie des produits culturels. Deux, les mégalopoles concentrent les pouvoirs, les mégalopoles contre les
contre les pouvoirs dans, les domaines productifs, financiers et décisionnels. Cela fait de ces agglomérations de véritables pôles de la mondialisation. Ce phénomène de métropolisation s'intensifie à l'échelle mondiale. L'archipel mégalopolitain mondial. En 1997, le géographe français Olivier Dollfus montre que les mégalopoles fonctionnent en système communiquant prioritairement entre elles. Ces villes qu'il compare à des îles échangent massivement entre elles et concentrent l'essentiel des activités boursières, des échanges aériens et des flux de télécommunications. Il parle alors d'archipel mégapolitain mondial, AMM, qui ainsi constitué concentre l'essentiel des trafics maritimes et aériens du monde et plus de 90% des flux financiers. Les grandes villes mondiales de l'AMM entretiennent plus de relations entre elles qu'avec leurs territoires proches. Un homme d'affaires parisien va plus souvent à Londres que dans une région française, par exemple. Document 8, l'archipel mégalopolitain mondial. Ok. Donc là, pas grand-chose à enfin, tu vois, hein, mais c'est les mêmes pôles que la triade, principalement. La seule, Oui, la seule différence, c'est que pour les États-Unis, on a surtout la façade de la mégalopolis, à l'est qui est concernée et pas tout le pays, comme pour le pôle de la triade. Pareil pour le Japon, c'est lui qui concentre majoritairement, les grandes villes et la grande mégalopole. La Chine, c'est plus marginal, mais sinon, c'est voilà. Je te dis que c'est la même chose. d'accord. Alors, la première mégalopole mondiale est la mégalopolis, un immense ensemble urbanisé de la façade orientale des États-Unis qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. On y trouve New York et Washington. On y trouve New York et Washington, des villes où sont installés les sièges d'organismes internationaux comme l'ONU, le FMI ou la Banque mondiale. Autant de moyens d'exercer une influence à travers le monde. La seconde est la mégalopole japonaise qui va de Fukuoka à Tokyo. Elle s'étire au moins sur 1200 kilomètres et compte près de 10 millions d'habitants. Une troisième est la mégalopole européenne, aussi appelée Euromégalopole. Ces trois mégalopoles comportent des façades maritimes de premier plan qui contribuent à leur rayonnement à l'échelle mondiale. La façade atlantique des États-Unis, avec les ports de New York, de Baltimore, de Philadelphie et de Humprods, la Northern Range en Europe avec le grand port de Rotterdam, la façade asiatique avec les ports les plus importants, Shanghai, Singapour, Shenzhen, etc. Les ports regroupent de nombreuses industries dans de vastes zones industrialo-portuaires, ZIP, et constituent des pôles majeurs du commerce maritime mondial qui représentent 75% du commerce mondial. Les flux commerciaux, mais aussi financiers ou de télécommunications relient en permanence ces mégalopoles qui constituent un véritable réseau dominé par les trois mégalopoles principales qui multiplient peu à peu les liens avec des liens avec des mégalopoles secondaires, en particulier de l'ouest des États-Unis, Californie, du sud-est du Brésil ou d'Asie orientale. Exercice 4, la mégalopole européenne. Document 9, l'organisation du territoire de la mégalopole européenne. Répondez aux questions suivantes sur votre support de cours. Donc, décrivez le territoire de la mégalopole européenne. Ok, je le fais. OK, super. Ah bon, on Peut-être, n'aura pas le temps unique de corriger. bah, ouais, c'est ça, en fait, je sais pas, je me demande, est-ce que tu penses que dans 4 minutes, ça va être short et Oui, même, ouais, ça va être un peu short, je pense. bah, dans ce cas-là, on commence avec ça la semaine prochaine? Oui, voilà. OK, bah, vaut mieux, ouais, parce que ça sert à rien que tu te lances là-dessus et qu'on puisse pas corriger après, ce serait un peu bête. De toute manière, il faudra le relire, la Oui, semaine prochaine. OK, bon, bah, donc du coup, je me mets une petite croix ici et on reprend donc sur, bah, cet exercice-là. Ça va, on a fait à peu près le tiers du chapitre aujourd'hui, oui, donc ça va. on avance bien. OK, est-ce que tu as des questions sur la séance d'aujourd'hui ou est-ce qu'au global, c'est bon pour toi? Non, ça va. OK, bon, bah, à nouveau, si tu en as, n'hésite pas et sinon, bah, dans ce cas-là, on se retrouve, demain pour de l'espagnol cette fois-ci. D'accord, oui. Ouais. Bon, bah, passe une bonne soirée dans ce Ben, cas-là merci, vous et à aussi. demain. Au revoir, À à bientôt, demain, au merci. revoir.